Le guide de l'auto, une présentation des huiles moteurs Total Énergie et par Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. Antoine, le GMC Acadia s'inscrit dans le segment des VUS intermédiaires. Est-ce qu'il y a un segment où il y a plus de compétition que celui-là? Pas vraiment. En fait, tout le monde est là. Toutes les marques généralistes ont un, voire deux modèles de disponibles. Il y a beaucoup de compétition. Évidemment qu'il y a du profit à faire et c'est un segment qui est en constante augmentation en popularité. On a vu les Coréens débarquer il y a quelques années. On connaît beaucoup de succès avec les Telluride, les Palisade notamment. Et ça fait mal à General Motors qui a perdu des parts de marché dans le segment depuis quelques années. Évidemment qu'avec cette nouvelle génération-là, l'objectif, c'est d'aller rattraper le temps perdu. Qu'est-ce qui est important d'analyser sur ce véhicule-là? Absolument tout, Kim, parce qu'un VUS intermédiaire, ça se doit d'être un couteau suisse. Alors, on veut avoir un habitacle spacieux, polyvalent, facile à manipuler au niveau de l'aménagement des sièges. On veut avoir de la technologie dernier cri, de l'équipement généreux, parce que la compétition en offre beaucoup, du confort. On veut avoir une mécanique qui est performante et qui n'est pas trop gourmande, c'est très important. On veut aussi un véhicule qui est capable de remorquer efficacement, donc il faut que ça fasse bien dans tout. Et General Motors a énormément de défis à relever parce que la compétition, encore une fois, est très féroce. Ma perception, c'est que l'Acadia, c'est un véhicule pratiquement oublié. Il me semble que ça fait pas mal de cases à cocher, mais J'ai hâte de voir tes impressions. Même les gens de GMC vont l'admettre, l'Acadia de seconde génération était un véhicule qui avait été un peu raté sur le plan stratégique. On avait réduit son format, peut-être pour ne pas rivaliser avec le Chevrolet Traverse, qui, lui, avait gardé sa taille initiale. Un véhicule qui avait été lancé en 2007, l'Acadia, on se souvient, dans un format qui était très généreux, qui était plus gros que la concurrence à l'époque, et ça avait connu beaucoup de succès. Mais la seconde génération n'a pas connu autant et c'est pour ça qu'on revient avec un format beaucoup plus intéressant, directement comparable avec celui du Traverse de nouvelle génération. Et sachez d'ailleurs que tous les commentaires que je vais faire par rapport au GMC Acadia s'appliquent aussi au Traverse, plus spécifiquement à la version Z71, qui est l'équivalent de l'Acadia AT4 que je conduis présentement. Alors, pour cette génération, empattement allongé de 214 mm, pas besoin de vous dire que le comportement routier n'a rien à voir avec le modèle de précédente génération. Plus confortable, plus solide au niveau structurel, une suspension qui est plus efficace aussi, autant dans les autres versions que dans cette version AT4 qui se veut plus aventurière. Mais on troque le moteur V6 pour un 4 cylindres turbo compressé. Une stratégie qu'on voit de plus en plus dans l'industrie. Les V6 tendent à disparaître. Sauf que le 4 cylindres qu'on a ici, bien qu'il soit plus puissant, plus généreux en couple et certainement plus efficace en remorquage que l'ancien V6, parce qu'on a droit à une capacité de 5000 livres contre 4000 dans le passé, c'est un moteur qui consomme autant, sinon plus, que l'ancien V6. Ça, c'est la grosse déception. La cote de consommation moyenne combinée pour l'ancien V6 de 3,6 litres était à 11 litres au 100. Elle est à 11,3 avec ce 4 cylindres. 9,9 sur route contre 9,2 avec l'ancien V6. Et lorsqu'on le fait travailler, ce 4 cylindres, la consommation grimpe en flèche. Alors, c'est vraiment la déception. Cependant, moi, dans des conditions optimales, j'ai roulé près de 1000 km pour obtenir une consommation moyenne enregistrée à 9,6 litres au 100. C'est rien d'exceptionnel, mais c'est un peu mieux que ce qu'annonce le constructeur, encore une fois, dans des conditions optimales. Mais essentiellement, dites-vous que vous allez rouler en moyenne combinée autour de 12 litres au 100 et l'hiver, ça sera pire que ça parce qu'évidemment, le 4 cylindres travaille davantage. Et c'est un moteur qui est surtout appréciable pour son couple et sa puissance initiale, mais pas nécessairement lorsqu'on appuie à fond parce que la sonorité du 4 cylindres, elle n'est certainement pas aussi intéressante que celle de l'ancien V6, qui avait une plus grande souplesse et qui était un moteur qui avait fait ses preuves et qui était très agréable à utiliser. Alors, c'est pas un moteur qui me convainc particulièrement et je vous dirais même que c'est le point faible de ce véhicule-ci, d'une part au niveau de sa sonorité, mais surtout pour sa consommation de carburant, qui est tout aussi décevante que celle des camionnettes intermédiaires Colorado Canyon qui exploitent un 4 cylindres de 2,7 litres, un moteur qui sert de base aux 4 cylindres qu'on va retrouver ici dans le GMC Acadia et dans le Chevrolet Traverse. Alors forcément que GMC a voulu faire de l'Acadia un véhicule bon à tout faire, ultra polyvalent,
Ça peut accueillir jusqu'à 8 occupants lorsqu'on choisit la banquette pleine à la seconde rangée. Et il y a 2761 litres de volume cargo derrière les sièges avant. Ça en fait un des plus spacieux, des plus polyvalents de son segment, ça c'est évident. On améliore aussi le comportement routier de ce véhicule-là, qui est beaucoup plus solide, qui est beaucoup plus rassurant que par le passé. Bonne suspension, direction qui est très précise, une caisse qu'on sent très rigide. Et il y a tous les systèmes d'assistance à la conduite qu'on vient ajouter sur ce véhicule-ci. Beaucoup d'améliorations à ce chapitre par rapport à l'ancienne génération, incluant évidemment le système Super Cruise de General Motors qui, lui, est évidemment optionnel. Maintenant, il faut aussi souligner qu'on améliore le système de rouage intégral de l'Acadia qui roule par défaut en mode 2 roues motrices. Il faut savoir qu'il faut sélectionner sur la planche de bord les 4 roues motrices pour que celle-ci s'engage. Alors, ça permet, dit-on, d'économiser un petit peu d'essence à la pompe, mais dans les faits, vous l'avez vu, ce n'est pas un moteur qui consomme moins que la moyenne. Cela étant dit, on sélectionne les 4 roues motrices et on peut même aller choisir une gamme basse avec un bouton qui, lui, est placé sur le volant. Avantage lorsqu'on a besoin de sortir hors des sentiers battus ou de remorquer. Ça peut être parfois très pratique. Et on a un différentiel arrière qui est plus performant que par le passé avec un vecteur de couple. Alors, un comportement routier qui se voit forcément amélioré par rapport à l'ancienne génération avec un confort qui, encore une fois, est optimisé dû au fait qu'on a un empattement beaucoup plus long que par le passé. Maintenant, il faut savoir que cette version AT4 a des aptitudes hors route un peu plus poussées que les autres modèles, surtout si vous comparez cette version-ci à un modèle Denali qui, lui, chausse des pneus de 22 pouces. Ici, c'est tout à l'opposé. On a des roues de 18 pouces avec des pneus Goodyear Wrangler conçus pour la conduite hors route, avec des flancs qui sont un peu plus rigides. Alors, ça sera forcément un petit peu plus bruyant sur la route que les autres pneumatiques, mais ce n'est pas réellement un irritant. Et il y a un bel avantage ici dû au fait qu'on a une suspension rehaussée de 15 mm, une suspension qui est conçue pour la conduite hors route et qui est donc un petit peu plus robuste. Ça n'affecte pas négativement le confort, mais c'est certain que si vous choisissez une autre version, vous allez sentir davantage de souplesse au niveau des éléments suspenseurs. Attendez-vous d'ailleurs à ce que la version AT4 soit une des plus populaires de la gamme Acadia. On veut se démarquer avec cette version-ci, aussi pour rivaliser avec des Ford Explorer Timberline, Honda Passport, Trail Sport, le Nissan Pathfinder Rock Creek, ce genre de modèle-là qui devient de plus en plus populaire sur le marché des VUS intermédiaires. C'est aussi un véhicule qui a plus de facilité au remorquage que par le passé. Je le mentionnais un peu plus tôt, ce 4 cylindres-là a cet avantage d'avoir un couple extrêmement généreux. Alors, ça permet de remorquer 5000 livres plutôt que 4000 livres comme dans le passé, de façon plus efficace aussi et avec un véhicule qui a une suspension adaptative à l'arrière pour pouvoir mieux composer avec une remorque qui lui serait arrimée. C'est un des avantages aussi de cette version AT4 par rapport aux autres modèles. Renseignez-vous sur la portée de votre plan de garantie prolongée, notamment jusqu'où il couvre les réparations, que ce soit au Québec ou ailleurs en Amérique du Nord. Comment l'électrification des transports impactera la consommation de lubrifiant automobile? En fait, on ne se le cachera pas. Les véhicules électriques, de même que les véhicules hybrides, nécessitent beaucoup moins de lubrifiant dans leur vie utile. Toutefois, il ne faut pas oublier que certains composants nécessitent tout de même une attention périodique, notamment le réducteur de vitesse et le circuit de conditionnement de la batterie. Mathieu, j'ai parcouru plus de 1000 km au volant de ce GMC Acadia AT4. Et quand tu parles d'un habitacle bien développé, bien pensé, je pense que ça, c'est un modèle en la matière, honnêtement. C'est drôle parce que d'un point de vue techno, en anglais, ils disent « king of nothing ». C'est-à-dire qu'il n'est pas excellent dans quelque chose en particulier, mais je trouve qu'il est bon dans tout ce qu'il a fait. Première des choses, encore l'écran. Ben oui, je vous parle encore de l'écran parce qu'il est notable. C'est un écran de 15 pouces à la verticale. Le système, c'est un système Google que j'aime beaucoup, soit dit en passant, et qui va être bonifié si vous avez un compte Google. Donc, si vous entrez vos paramètres pour accéder justement aux applications que vous pouvez télécharger, ça va prendre aussi accès avec vos contacts, vos historiques de recherche sur Google
Maps notamment, et il est rapide, l'écran aussi. Donc ça, j'ai bien aimé. Après ça, ben là, tu as vu tous les capteurs qui sont autour du véhicule. Ils appellent ça le Advanced Safety and Driver Assistance Technology. On a tous les capteurs et avertissements de collision inimaginables autour du véhicule, comme on retrouve sur plusieurs véhicules quand même assez haut de gamme sur le marché. Et on a jusqu'à, tout dépendant des modèles, 9 caméras autour du véhicule. Si vous voulez tirer quelque chose, même chose, vous avez des paramètres qui vous permettent de faire certaines vérifications. On a même une liste de choses à penser avant de partir avec la remorque. Il y a de la technologie qui est absente et qui fait mon affaire. Ça a l'air bizarre, mais les bancs en arrière, là, c'est pas électrique. Ah, ça, là, pour vrai, c'est d'une manœuvrabilité extrêmement facile. Ça se manie en un tournement, là. Une poignée, tu replies le siège, tu te glisses à l'arrière et il y a de la place. Oui, parce qu'on pourrait motoriser ça de manière électronique. Puis là, mais là, c'est... Il y a des enfants, ouvre ça passe, let's go, on redescend. C'est réglé. L'autre chose que j'aime bien, c'est le système Super Cruise. C'est un assistant à la conduite quand même assez évolué. C'est-à-dire que, encore faut-il qu'on soit sur des routes qui soient cartographiées. Et c'est ça le problème. Parce que, je te donne un exemple. Moi, je me suis rendu à Latuc. La 155, elle n'est pas cartographiée, donc tu ne peux pas l'utiliser. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas utiliser des assistants à la conduite, mais pour avoir la pleine saveur ou le plein potentiel du Super Cruise, il faut savoir qu'on a cartographié à peu près un petit peu moins de 650 000 km de route au Canada, surtout aux États-Unis. Mais c'est un système, comme bien d'autres systèmes, qui va être appelé à se bonifier, si bien que on revient à l'écran central. Un jour, cet écran-là va servir à diffuser un film que vous pourrez regarder pendant que la voiture vous amène à bon port. Bon, il faut quand même que je mentionne que sur le plan de la finition, c'est rien d'extraordinaire encore une fois. L'instrumentation, c'est d'une qualité graphique exceptionnelle. Ça, j'apprécie ça beaucoup. Et il y a du rangement à revendre partout. Ceux qui cherchent un véhicule polyvalent, là, je te donne l'exemple du sac à main de ma conjointe qui est gigantesque, dans lequel il rentre énormément de stock. Mais je peux prendre son sac à main au complet et puis le glisser dans la coudoir ici et le voir disparaître. Il y a une lumière dans la coudoir, te dire à quel point il est profond. Oui, c'est ça. Fait qu'on a vraiment pensé à tout. Il y a de la place. Ouais. Et l'autre truc, c'est qu'évidemment, la banquette de troisième rangée, c'est une banquette 3 places. Ouais. Un adulte peut y être relativement confortable. C'est pas tous les VUS intermédiaires qui peuvent se vanter de ça. C'est vraiment bien réussi au niveau de l'aménagement intérieur. Mais finitions, bon. Est-ce que ça veut dire que tu serais d'accord avec ce que j'ai avancé dès le début, c'est-à-dire champion dans rien, mais très bon dans tout? Absolument. Alors, c'est réglé. Anti-rouille, est-ce une bonne idée? La rouille écourte la durée de vie utile d'un véhicule et réduit sa valeur. Un traitement anti-rouille est un bon investissement si vous voulez conserver votre véhicule longtemps. D'autres trucs peuvent aider, comme laver votre voiture souvent ou appliquer un scellant protecteur. Avec le modèle de troisième génération, GMC a entièrement renouvelé le Acadia, qui est un VUS à 3 rangées spacieux, polyvalent, dont le style est plus réussi que celui de l'ancien modèle et qui a été sérieusement revu sur le plan technique. Ce VUS repose sur une toute nouvelle plateforme, ce qui fait que le Acadia est plus long et que son empattement a également progressé, ce qui accorde plus de dégagement pour les passagers et un meilleur confort sur la route. La transformation la plus radicale, on la retrouve sous le capot, puisque c'est un moteur 4 cylindres turbocompressé de 2,5 litres qui anime le Acadia, ce moteur remplaçant le V6 de l'ancien modèle. Ce 4 cylindres est puissant et coupleux, mais aussi plutôt bruyant en accélération franche et surtout pas très économe en consommation, puisque j'ai observé une consommation moyenne de 12,5 litres au 100 km. Pour un 4 cylindres, on s'attend à mieux. Cette consommation plutôt élevée s'explique partiellement par le rouage intégral de série et aussi par la boîte automatique à 8 rapports du Acadia, cette boîte comptant un rapport de moins que celle de l'ancien modèle qui en avait 9. L'autre transformation radicale, on la retrouve dans l'habitacle avec ce très grand écran de 15 pouces qui équipe notre modèle d'essai qui permet la connectivité avec Apple CarPlay, entre autres. Au final, l'échelle de prix du GMC Acadia a augmenté avec l'arrivée de ce nouveau modèle.
S'il vous intéresse, je vous recommande de regarder aussi du côté du Chevrolet Traverse, qui est élaboré sur la même plateforme, qui est animé par le même moteur et dont l'échelle de prix est moins élevée. On s'entend que tout le monde est présent dans ce segment-là, puis la tendance est vraiment des ensembles hors route comme le AT4 qu'on a essayé. On l'appelle hors route, mais en fait, c'est plus de l'esthétique que d'autres choses. Bon. C'est sûr que la vocation primaire d'un véhicule comme celui-là, c'est certainement pas de s'aventurer hors des sentiers battus. Il existe des Toyota 4Runner, des Jeep Wrangler, des Ford Bronco pour ce genre de travail-là. Et ce n'est pas le mandat d'un GMC Acadia ou de tout ce qui existe chez la compétition. Et ça n'a pas empêché beaucoup de constructeurs de lancer une version à saveur plus aventurière pour donner l'impression aux consommateurs qu'ils sont un peu mieux armés pour aller justement s'aventurer ailleurs que sur l'asphalte. Alors, ça comprend des pneus hors route, des suspensions qui sont des fois un peu plus fermes ou un peu surélevées, des plaques de soubassement et souvent, c'est uniquement cosmétique. Mais pense au Kia Telluride X-Pro, au Nissan Pathfinder Rock Creek. Volkswagen vient de lancer une version un peu plus aventurière de son Atlas. Il n'y a que Ford, en fait, qui a abandonné l'Explorer Timberline récemment. Ça ne semblait pas connaître de succès. Encore une fois, on a un Bronco chez Ford, alors ça explique peut-être ça. Mais chez GMC, on a lancé une version AT4 et j'ai vraiment l'impression que juste parce que ça look un peu plus, c'est celle qui va se vendre le plus. Ça va peut-être être la même chose du côté de chez Chevrolet avec le Traverse Z71, qui est un copier-coller. Bien, en parlant du Chevrolet Traverse, justement, dans le guide, Hugues nous parle de l'ingénierie des badges là, qui consiste à mettre un autre nom sur deux véhicules pratiquement identiques. Ouais. C'est pas un peu paresseux, il me semble? Oui, GM a déjà fait pire que ça parce que si on recule d'à peu près 20 ans, on avait lancé un VUS qui était le Trailblazer. Il y avait 6 équivalents chez d'autres marques. Alors, il y avait le GMC Envoy, le Buick Rainier, l'Oldsmobile Bravada, le Saab 97X. Il y en avait des modèles Isuzu Ascender aussi. C'était toute la même chose, mais avec des noms différents. Ici, au moins, on a fait l'effort d'avoir une carrosserie qui est complètement distincte de celle du Chevrolet Traverse, mais effectivement que sous la robe, c'est exactement la même chose. Et je déplore encore le fait que GMC ne prenne que des produits Chevrolet et qu'on les change un peu sur le plan cosmétique. Le seul modèle qui est unique à GMC, c'est le Hummer. Sinon, c'est pratiquement du copier-coller de chez Chevrolet. Et ça, c'est un peu déplorable. Et surtout chez nous au Canada, où les deux produits se retrouvent chez un même concessionnaire. Parce qu'il faut comprendre qu'aux États-Unis, il y a des concessionnaires GMC et il y a des concessionnaires Chevrolet, mais ce n'est pas le cas chez nous au Canada. L'échelle de prix, c'est entre 55 et 67 000 avant les options. Ouais. Le modèle que nous, on a essayé était 68 745 options incluses. On parle d'à peu près 7 000 d'options sur celui-là. Oui, et c'est pas encore la version Denali, parce qu'il existe un modèle plus luxueux que le modèle AT4. Mais ce qui a fait mal ici, c'est évidemment l'option du système Super Cruise, conduite semi-autonome qu'on peut obtenir en option. On en a parlé avec Mathieu. C'est un système qui est relativement efficace sur les routes cartographiées, et il n'y en a pas énormément, mais l'option à elle seule coûte 4 055 $. Alors, si tu considères le taux de financement, les taxes ajoutées à cette option de 4 055 $ sur un financement à 72 mois, par exemple, bien, c'est une option qui te coûte 75 $ par mois ou 5 400 $ au total. Et c'est absolument pas justifiable. Alors ça, c'est un non catégorique. Vous ne prenez pas cette option-là. Autrement, il y a quelques accessoires. Si vous voulez avoir le toit ouvrant panoramique, c'est 1 695 $. Ça, c'est correct. Mais le système Super Cruise, c'est beaucoup trop cher pour une technologie qui, de toute façon, va être appelée à évoluer au fil du temps. Je pense que GM fait payer la recherche et développement aux consommateurs et à grands frais. Donc, c'est un véhicule qui, au niveau de son échelle de prix générale, est compétitif avec les nombreux autres véhicules du marché, mais c'est une option qu'on ne prend pas, le système Super Cruise. Le nouveau format est super intéressant, surtout pour des gens comme moi qui ont une famille et qui ont besoin de pas mal d'espace, mais est-ce que ça va être suffisant pour mousser les ventes?
Bien, c'est sûr qu'on va en vendre un peu plus parce que ça répond davantage aux besoins, aux désirs des acheteurs d'aujourd'hui qui veulent avoir un vrai VUS à 3 rangées, plus spacieux, plus polyvalent. J'ai des réticences quant à la mécanique, on le veut un peu plus tôt. C'est un 4 cylindres qui est grognon, qui est un peu gourmand. Et si je compare avec la compétition, il y a des mécaniques plus intéressantes ailleurs. Je pense au V6 qu'on va retrouver dans le Hyundai Palisade, dans le Kia Telluride, une mécanique qui ne consomme pas plus que ça et qui offre un rendement beaucoup plus intéressant. Je dirais la même chose du Honda Pilot, qui n'est pas un véhicule révolutionnaire non plus, mais peut-être un peu plus agréable. Alors, rendu là, c'est une question de choix personnel, mais au niveau de la qualité du produit, de l'espace, de l'aménagement, je pense qu'on est là. Évidemment, je rappelle encore une fois que les commentaires qu'on a apportés face au GMC Acadia, bien, ce sont les mêmes sur le Chevrolet Traverse. Rendu là, c'est une question de goût personnel, à savoir ce qu'on préfère entre un Chevrolet, un GMC, voire même un Buick Enclave, parce que lui aussi, il utilise la même technologie que ce qu'on a ici. Cette émission vous a été présentée par les huiles moteurs Total Énergie.